Bonjour messieurs, bienvenue sur Fréquence Panzer, l'émission qui vous donne du vrai, du concret. Parce que n'oubliez pas, la réalité est concrète. Donc j'ai un camarade, même un ami, quelqu'un que j'apprécie énormément, qui répond au pseudo de Singo Monero. Donc il m'engueulera si je l'ai mal précisé. Qui nous rejoint, on va parler de plusieurs choses. Je vous laisse le découvrir, il va se présenter. Bien sûr, je suis accompagné de mon cher camarade le cadreur qui va travailler avec moi sur cette émission. Donc, je vous laisse vous présenter, messieurs, tout de suite, et ce sera avec grand plaisir. Bonne émission. Eh ben écoute, oui, tu l'as mal prononcé parce que t'as dit Singo. Non, c'est un S1SGO, Sinsgo Monero, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Et j'habite en Île-de-France et on s'est connus approximativement au moment des Gilets jaunes, hein. Ouais, en effet, on s'est connus au moment des Gilets jaunes. Bon, en effet, bon. La première question qui va être posée, donc, et là je te laisse carte blanche, mon grand. Avec le Covid et vivant en Île-de-France, comment ça se passe? C'est que ce soit pour les business, que ce soit pour la vie en général. Je te laisse nous lancer dessus, parce que nous, on est un média d'expat, on est dans un pays où il fait plutôt bon vivre, on n'a pas forcément toutes ces saloperies. Donc vas-y, dis-nous tout, et puis si t'as quelques... Crache ton venin si t'en as besoin, parce que honnêtement, on est là pour ça. T'es sur Fréquence Panzer, vas-y, roule, éclate-toi, et casse les lignes établies. Eh ben écoute, moi le premier enfin je l'ai très mal vécu parce que je suis plutôt quand même sportif, donc la salle de sport fermée. En plus, tu le sais, bon, sans rentrer dans les détails, je suis dans une situation professionnelle complètement merdique, c'est-à-dire que j'étais en train de monter un business, pas dans la restauration, mais quelque chose, on va pas rentrer dans les détails, hein, mais que je peux pas ouvrir, alors que j'avais demandé une rupture conventionnelle à mon ex-employeur, etc., etc., que j'ai toujours bossé. Et là, j'ai mis à peu près toutes mes économies dans un business que je peux pas ouvrir depuis un an. Voilà. Sinon, enfin, voilà, il y a vivre un confinement à la campagne avec un hectare de terrain, et puis il y a effectivement vivre un confinement avec dans 30 mètres carrés. C'est pas la même chose. L'anecdote la plus drôle, même si bon, ça peut être un peu, ça dépend comment, sous quel angle on le voit, mais l'anecdote, en tout cas qui m'a le plus marqué, c'est effectivement on avait quand même le droit de faire un peu des footings, tu sais, avec une attestation et tout, t'allais faire ton footing, fallait pas sortir trop loin de chez toi et tout. Donc en faisant un footing, j'ai assisté à une scène hyper cocasse, une bonne femme du haut de son balcon, en train de gueuler. Alors moi je m'arrête, je regarde les trucs. Je vais sauter et tout. Elle était au quatrième. Je vais sauter, je vais sauter. Alors les gens qui se mettent en bas en regardant les trucs. Oh, Le mari qui arrive derrière. Mais qu'est-ce que tu fais? La bonne femme, elle avait vraiment une jambe au-dessus de la barrière, hein. Bon, je pense que c'était plutôt un appel à l'aide qu'autre chose, hein, parce que quand tu veux te faire, tu te fais. Mais donc le mari qui arrive derrière, mais qu'est-ce que tu fais, truc, mais truc, et l'autre la moitié derrière la barrière, le quatrième. Et pour l'anecdote marrante, sa fille qui arrive derrière, toute gentille, toute mignonne. Mais qu'est-ce que tu fais, maman? Tout le monde te regarde. Bon voilà, et puis quand j'ai compris que tout était en ordre, bon bah après je suis reparti. Voilà. Ah ouais, ouais, c'est pas mal en fait, c'est ouvertement réel, le confinement rend fou, il rend complètement fou. Alors, excusez-moi, j'étais en train de manger. Effectivement, ah oui, ça rend fou. On se rend compte que, aujourd'hui, on le sait, hein, c'est une fausse pandémie qui a été montée de toutes pièces. Les dégâts sur le psychisme, sur l'économie sont réels, alors que la pandémie est fausse. Euh, et là, a priori, si je comprends bien, on est reparti pour un tour. Si on se réveille pas, bon, a priori, je suis en train de bouger un peu aux Pays-Bas, au Danemark, en Italie, mais en France, pas vraiment. Alors j'attends là, samedi, mais pour l'instant, ça bouge pas encore vraiment. Et c'est vrai qu'il y a même pas un leader, que ce soit à droite ou à gauche, qui donne le ton, quoi. C'est terrible. Il y a que Philippot. Dupont-Aignan, mais alors la grosse marine, elle valide
tout, hein. Confinement, vaccin, et si tu l'écoutes, ils en font même pas assez, hein. C'est terrible, cette bonne femme est horrible. Eh ben, salut à tous, je suis un peu en retard, là j'avais de la mayonnaise à acheter. Donc moi c'est le cadreur. Alors j'ai survécu pendant plus de 23 ans en France, hein, avant de m'expatrier pour des pays plus raisonnables et enfin de m'expatrier en Europe de l'Est, donc dans des pays très raisonnables. Et c'est vrai que là pour revenir, je m'incruste, mais pour revenir sur le confinement, moi je l'ai vu de l'extérieur puis de l'intérieur, ce qui a rendu le truc encore plus dingue. C'est-à-dire que je l'ai vu depuis la Suède, où j'étais à l'époque, donc où il se passait absolument rien, et qu'apparemment dans les journaux en Suède, apparemment il y avait des piles de cadavres partout, hein, si on lisait les journaux français. Donc en réalité il se passait rien, et puis ensuite je me suis retrouvé en France, où là c'était cette espèce de truc complètement orwellien, délirant, de tout le monde avec des masques, tout le monde qui flippe, c'est absolument incroyable. Et j'imagine à peine, je veux dire, ce que ça doit être d'être entrepreneur à ce moment-là, ça doit vraiment être quelque chose. Surtout si d'ailleurs, ça peut être une bonne question. Alors, ces fameuses aides de l'État, puisqu'apparemment l'État est hyper généreux avec les commerces, vous inquiétez pas, il n'y a aucun commerce qui va faire faillite, hein, si l'on en croit le monde, hein. Comment ça se passe sur le terrain, justement? Ah, mon cher cadreur, toujours en retard, hein. Trop de mayonnaise, pas assez de discipline. Allez, bonne question en tout cas, très pertinente. Très bonne question. Moi, personnellement, je fais vraiment partie de la catégorie des baisers parce que bah, j'avais pas démarré l'activité. Donc, donc, étant donné que j'avais pas démarré l'activité, que vraiment dans l'entre-deux, fais vraiment partie de la catégorie des grands baisers. Euh, donc, moi, j'ai droit absolument à rien. Alors, peut-être que je pourrais truander, mais bon, je suis pas un spécialiste de la truande, donc officiellement, j'ai droit à rien. Après, au niveau des PGE, des prêts garantis par l'État, j'ai des potes gros entrepreneurs, Mister en connaît un, vraiment des gros qui ont beaucoup de pognon. Je connais un banquier qui est un ami, enfin un employé de banque qui est un ami. Et au niveau des PGE, il y a des vrais scandales. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, si je fais simple, hein, si je fais simple, il y a plein d'entreprises, des petites entreprises qui en avaient vraiment besoin, bah, qui ne les ont pas eues, et des grosses boîtes qui n'en avaient pas besoin, et les banques les forçaient pour les prendre. Pourquoi? Parce que comme c'était des boîtes solides, ils étaient à peu près, ils étaient plus sûrs qu'ils seraient remboursés. Alors que les petits bancals, ils se disaient, voilà, mais c'était eux qui en avaient besoin. Donc au final, c'est quand même cette histoire de PGE, il y a eu des gros scandales. C'est même un ami employé de banque qui m'a dit, il y a eu des trucs, c'est délirant. Donc si je comprends bien, en fait, les prêts garantis par l'État, on va dire, ces petits cadeaux que l'État est censé donner, comme ils le promettent en monte et merveille, est juste une vaste escroquerie et ce sont les banques qui gèrent. Clairement, c'est ça que ça veut dire. Vraiment, c'était le dernier mot, revenait aux banques pour décider à quelles les octroyaient et à quelles les octroyaient pas, ouais, bien sûr. Donc on peut partir du principe que les banques sont plus fortes que l'État et que durant cette crise du Covid, il faut être aveugle pour ne pas le comprendre. Bah, écoute, je pense aujourd'hui que des banques, ouais, que les banques sont plus fortes que les États, que les gros, c'est un débat, mais je pense aujourd'hui, ouais, que les multinationales en général, pas les banques en particulier, mais les multinationales en général, ont pris le pas sur les États. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé aux États-Unis, où tu as des entreprises privées qui se permettent de rentrer en conflit avec le président de leur pays. Donc ça prouve bien la toute-puissance des multinationales. Et les banques, c'est pareil pour les banques, hein, en fin de compte. Bien sûr que... Et ça fait un moment, hein. Et en 2008, quand, malgré tout, quand les banques ont tout planté, bah, l'État est venu à leur secours, mais on aurait pu les mettre en coupe réglée à ce moment-là, mais ça n'a même pas été le cas. Donc c'est pourquoi? Ben, parce que regarde, qui est à la tête de l'État? Ben, un ancien employé de banque. Voilà, ben, la boucle est bouclée, hein. En effet, là-dessus, je ne peux te donner que raison. Donc, par contre, petite question, on va switcher sur un truc. La vie sous confinement en Île-de-France, ça se passe comment généralement actuellement? On peut se poser la question sur les contextes économiques, sur les contextes sociaux. Y a-t-il plus de délinquance? Y a-t-il plus de difficultés?
comment sont les comportements en général? Parce qu'on sait que l'Île-de-France est assez tendue déjà généralement pour la vie en sociabilité. Mais là, ça donne quoi? C'est ça, ça l'intérêt quand la question est quand même posée. Parce que comme tu le dis, vivre un confinement dans 30 mètres carrés et vivre un confinement en campagne où il y a 3 hectares et pas un flic à moins de 50 kilomètres, c'est extrêmement différent. Bah, ce que je te répondrais, c'est que au niveau des statistiques de délinquance, j'en sais rien. J'en sais rien. En tout cas, je pense qu'il y en a un peu moins, forcément, parce que c'est plus compliqué. Mais étant donné que il y a du manque à gagner pour certaines personnes qui ne vivent bah, que de l'illicite, il y a eu un manque à gagner qui, à mon avis, se récupérera par la suite, hein. Ça veut dire que tout le manque à gagner va être récupéré derrière. Donc, à mon avis, derrière, il va y avoir une explosion de la délinquance. Pour l'instant, c'est calme. Et puis il y avait une phrase que j'aimais bien au début, c'était le premier confinement. Les mecs ils disaient le confinement c'est pour les blancs. C'était pas totalement faux. C'était pas totalement faux. La police a eu pour consigne, tout le monde le sait, de pas faire trop de vagues non plus dans certains quartiers. Faut dire à la décharge, si je veux être honnête jusqu'au bout, hein, tu sais, vivre à 8 dans 60 mètres carrés, c'est pas facile. Donc, pour pas qu'il y ait d'explosion complètement, l'État quand même a préféré aller chercher des randonneurs en hélicoptère dans la montagne plutôt que d'aller complètement surveiller le couvre-feu dans les quartiers, c'est évident. Ok, ok, intéressant. Donc ça me donne une bonne vision périphérique en fait de ce qui se passe en France. Plutôt intéressant. Écoute, on va passer sur la rubrique sport si ça te tente. Moi je sais, te connaissant, que la boxe et toi, c'est un peu tes bases. Donc il y a bientôt un combat où c'est en stand-by. Il n'y a toujours pas de date d'après ce que tu me disais. Et c'est Anthony Joshua contre Tyson Fury. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Honnêtement, dis-nous tout. Une issue pour le combat? Est-ce que c'est de la branlette? Pourquoi pas? Vas-y, explique-nous, parce que ça peut être intéressant de partager ses idées là-dessus. Alors, moi, personnellement, mes premiers amours, ça a été le football quand même, avant d'arriver à la boxe plus tard. En termes de connaissances, je connais mieux l'histoire, les noms du football, même si c'est vrai que sur ça fait maintenant sur les 15 dernières années, j'ai même que pratiqué la boxe. C'est, alors je le suis, hein, voilà, on va parler de ce fameux combat, mais c'est vrai que je connais moins l'histoire, les grands noms de l'histoire, malgré que ce soit, en fait, c'est plus quelque chose que j'aime pratiquer. Et bah, je pense que tu veux parler du combat Joshua Fury. On va en parler. On va en parler. On parlera un peu de football aussi, parce que je sais très bien que ce sont tes premiers amours. C'est notamment les miens aussi. Tu sais très bien que on est d'une génération, notamment bah, toi comme toi plutôt que moi, où la culture du foot est très ancrée. Notamment la culture de supporter dans un stade. Ce qui est très intéressant notamment, c'est que voilà, on avait un esprit, en tant que supporter, on a cet esprit communautaire qui s'est perdu depuis quelques années. Mais c'est vrai que le combat de Fury, ça oppose quand même oui, deux extrêmes opposés. On a d'un côté un gitan irlandais qui a une boxe assez, je vais pas dire technique, mais oui, qui est franc et honnête finalement, qui est tout sauf technique, sauf de la boxe gracieuse. Et en face, nous avons Anthony Joshua qui est quand même quelqu'un de très technique, si je me trompe pas. Alors, à toi de me le dire. Alors là, moi, je vais te donner mon avis à moi. C'est que Joshua, bien sûr, bah, de toute façon, voilà, on parle des 5 meilleurs, des 10 meilleurs mondiaux, donc forcément, Joshua, c'est très académique. C'est très académique. C'est voilà, ce que tu apprends dans la salle. Il répète ses gammes. Il répète ses gammes. Fury, c'est un artiste. Fury, il a la boxe dans le sang. C'est génétique. Il a des yeux derrière la tête. Il voit même toi, tu es devant ta télé. Tu vois, lui, il l'a déjà vu. Il a déjà vu le coup arriver avant. Alors que toi, tu es posé dans ton canapé. Lui, il a déjà tout vu. C'est vraiment un artiste. C'est une sorte de. Fury, c'est vraiment un Ronaldinho de la boxe. Là où peut-être Joshua serait plutôt un Cristiano, disons.
Moi, personnellement, je pense que Joshua va se faire corriger. Mais corriger, je pense qu'il va se faire corriger. Peut-être que je me trompe, hein. Et bah, je dirais que je me suis trompé, mais je pense qu'il va se faire corriger. Voilà. Je t'admets que ouais, il a une boxe moi je la trouve géniale. Le style de Fury, je le trouve mortel. Voilà, comme tu le dis, il a ça dans le sang, il a ça dans les veines. Mais tes comparaisons, elles sont géniales. Franchement, celles-là, elles m'ont fait taper une barre de rire d'un côté. Je les ai trouvées très très bien foutues. Mais je vais te suivre dessus et honnêtement, je pense à me mettre à porte-à-faux certains auditeurs que oui, oui, Joshua va se faire corriger à mon avis. Mister Under Armour risque de prendre une branlée par le gitan et ça, si je me trompe, bah, je me serais trompé. Et tiens, bah, on va parler football. Vas-y, raconte-nous tes premiers amours, le football. Ce sport qui est malheureusement de plus en plus dénigré, alors que c'est quand même une des bases du sport européen. Bah, le foot, c'est génial parce que en fait, quand on était petit, voilà, tu mets deux t-shirts, enfin quatre t-shirts pour faire deux buts et encore, tu sais, quand on faisait, je sais plus comment ça s'appelait, mais on pouvait même faire un gardien et deux équipes avec un seul but. Donc en fait, deux t-shirts, une balle, tu peux jouer au ballon. Euh, donc c'est pour ça que c'est le sport le plus universel en fait, parce que c'est le plus simple, un ballon, deux t-shirts et voilà, tu joues. Que ce soit sur le bitume, sur la terre battue, sur la terre, sur les graviers. Bon, le mieux, ça reste le gazon, hein, mais c'est le plus simple. Et ben, je suis un grand fan du PSG et tu sais que moi j'étais en tribune Auteuil hein, quand j'étais jeune, hein, donc on aurait peut-être à ce moment-là, on se serait peut-être retrouvé face à face, mais bon, les temps changent. Ah ouais, mais bon, par amour de ce sport, et puis c'est surtout, j'ai envie de te dire, c'est rien que le mouvement ultra, c'est intéressant, tu vois, que tu parles de cette tribune, mais t'as plein de nos auditeurs qui connaissent pas cette culture qu'est le mouvement ultra. Et on va pas se mentir qu'elle est vraiment communautaire, elle est belle cette culture. Je sais pas ce que t'en penses, mais on retrouve cette âme européenne dedans, on retrouve notre culture. C'est un truc qui nous lie, quoi. Et comme tu dis, le foot, c'est quoi? Le foot, c'est les copains. C'est les copains, comme tu dis, c'est deux poteaux, c'est quoi, des t-shirts ou même des pots. Tu joues dans les champs, tu joues partout. Les règles, elles sont bateaux, elles sont simples comme bonjour. Il faut quoi? Des pieds, un ballon et deux t-shirts. C'est un truc qui est magique où tout le monde peut s'éclater. Exactement, c'est vrai. Et tu parlais de cette culture ultra. Alors moi, j'étais ouais, un demi-ultra. C'est-à-dire que pour moi, un vrai ultra, alors j'étais à tous les matchs à domicile, mais j'ai pas fait beaucoup de déplacements en fait. J'en ai fait quelques-uns qui restent dans ma mémoire, dans un déplacement à Nice. Tu prends le bus 10 heures avec les mecs, ça fume, ça boit. Enfin bon, c'est des trucs, voilà, tu sais, tu t'imagines un peu. Et donc un déplacement à Nice, je m'en rappellerai toute ma vie. J'ai failli pas rentrer dans le stade d'ailleurs, tellement j'avais foutu le bordel. Enfin bref. Et donc les vrais ultras, bon, les vrais ultras, les mecs ils font tous les déplacements. Moi je les faisais pas tous, c'est vrai. Mais ouais, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Et vraiment, le Parc des Princes, c'était particulier parce que il y a peu de stades. Vraiment, bah, tu regardes, tu fais YouTube, Parc des Princes, année 2000. Enfin, je veux dire, tous les ultras d'Europe hein, reconnaissaient que c'était peut-être la plus grande ambiance avec les ambiances peut-être en Grèce ou en Turquie, mais je veux dire, il y avait pas d'équivalent en Italie, en Espagne, même en Angleterre, c'était un truc de fou. Et le truc en plus, c'est qu'il y avait vraiment deux mondes. Le monde de la tribune Boulogne, qui était plutôt la culture à l'anglaise au niveau au niveau supporter, et tu avais la tribune Auteuil qui était plutôt la culture italienne au niveau des tifos et des choses comme ça. Et donc c'était un stade magique et bah, et donc tous les gens qui connaissent un peu ce monde-là savent que donc il y avait au-delà de ces clivages plutôt cop à l'anglaise et plutôt tribune en ambiance tifosi à l'italienne, il y avait aussi ce gros clivage gauche-droite hein, qui a d'ailleurs causé la mort d'un patriote, hein, Yann Laurence. Et bah, ça devait arriver hein, à un moment donné, mais donc il y avait quand même
une vraie opposition à l'intérieur du stade. Et ce qui est fou, parce que il y avait cette opposition, on pouvait se taper sur la gueule, et en même temps, tu avais pendant le match la tribune Auteuil et la tribune Boulogne qui se renvoyaient les chants, c'est-à-dire que les mecs se détestaient, mais l'espace de 90 minutes, ils collaboraient pour l'ambiance. C'est particulier quand même. Ah ouais, c'est le parc, c'était pour l'amour du club en tribune. Les chants étaient renvoyés dans un unique unisson où c'était vraiment impressionnant, notamment, hein. Et comme tu dis, internationalement, c'était reconnu. Paris, même les Anglais qui venaient au Parc des Princes étaient vraiment surpris et impressionnés, hein. Notamment Manchester à l'époque, qui était la Red Army qui avait halluciné. Et il est assez intéressant. Et ce clivage politique, comme tu dis, bah, malheureusement, Yann Laurence, oui. Mais je crois que ça n'a pas été le seul. Après le deuxième, je crois qu'il a été tué par un flic. Yann Laurence, bah, paix à son âme, malheureusement. Mais la politique, vu que tu en parles, tu t'es politisé via le stade ou bien après? Parce que c'est une question qui peut se poser. On a tous un parcours un peu particulier. Et c'est la question qu'on peut en parler certains de nos auditeurs. Bah, en plus, tu fais bien ton rôle de journaliste parce que je crois que tu connais la vérité. Non, non, au stade, non, j'étais en tribune Auteuil parce que j'étais un peu gauchiste, disons, mais sans. Enfin, en tout cas, j'étais pas du tout un droitard. Je dis pas, j'ai jamais du tout traîné dans la mouvance Antifa, mais disons que je fais partie des jeunes qui étaient dans l'ambiance Canal+, hip-hop, trucs comme ça, bien malgré moi aujourd'hui, hein. Mais donc j'étais mes amis, enfin mes connaissances, mes amis, et puis le chemin naturel m'a amené à ce que je sois à Auteuil, et donc j'étais pas du tout politisé, moi. Enfin, beaucoup moins que certains, quoi. J'ai jamais fait partie, comme tu sais, de groupuscules, aucun groupuscule et certainement pas à gauche. Et donc, non, non, je me suis politisé bien plus tard avec celui qu'on connaît tous de son prénom Alain, hein. Certains l'appellent Ali. Donc, c'est lui qui m'a politisé. Je suis tombé sur. C'est mon frère qui me dit un jour, parce qu'il était fan de Dieudonné, en fait, il faisait beaucoup rire Diodo. Et moi, je suivais même pas ça, en fait. Je ouais, Diodo, Le Pen, dire bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais bon, je suivais pas trop ça. Je me disais, ah ouais, ils doivent vraiment être un peu vénères contre les Juifs, tous les deux, pour s'associer, hein. Et un jour, il y a mon frère qui me dit, oh, j'ai vu une vidéo d'un mec. Les gens ils disent que c'est un facho, mais moi je trouve il dit des choses intéressantes, il a raison. Et donc, je tombe sur une vidéo de Soral, et, euh, et donc une vidéo, puis deux, puis trois. Et puis, je suis arrivé jusqu'à DP en commençant par Soral. Ça a été la dégauchisation totale. Voilà, j'en rigole encore, mais parce que je me revois, première vidéo, putain, oh putain, c'est intéressant, le truc, il répond à des trucs, je comprenais pas, j'arrivais pas à mettre des concepts sur ce que je ressentais et tout. Et en fait, grâce à lui, j'ai mis des concepts sur plein de choses que je ressentais, mais que j'arrivais pas à expliquer, voilà. Bah écoute, honnêtement, ce cher Ali Sourat dit Alain Soral, beaucoup de gens le critiquent dans ce milieu, mais c'est quand même un des mecs qui a rassemblé le plus de personnes sur, on va dire, la dissidence en général. Grâce à lui, on a le white trash des campagnes et le mec de quartier qui se sont rassemblés dans une idéologie commune. Et c'est vrai que maintenant que tu en parles, en fait, tu as le parcours basique de beaucoup de gens. Par contre, ça s'est fait plus tard, notamment. Ça s'est fait assez tard. Mais oui, en effet, je fais mon boulot de journaliste aussi, c'est un peu normal. Mais en effet, ouais, très intéressant. Et actuellement, on va poser une petite question. Il y a une grosse polémique sur Génération Identitaire et sur la dissolution de ce groupe. T'as un avis dessus ou quoi? Moi, honnêtement, je vais vous donner mon avis, les gars. Moi, honnêtement, bah, je trouve que c'est énormément de discussions sur les plateaux pour pas grand-chose. Quand le bastion social s'est formé et que les mecs, ils n'ont pas été sur les plateaux de Cyril Hanouna, pourtant leur action était tout ce qu'il y a de plus honorable. Mais là, ils ont été assez fous pour envoyer une gamine de 20 ans, pas axée dans le monde réel, qui se retrouve face à Hanouna et ses hyènes, qui s'est fait détruire
Et honnêtement, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, honnêtement, cette dissolution, je trouve personnellement que c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose pour arrêter un peu les conneries. Après, chacun son avis, et je te laisse partir dessus. Écoute, là, je suis un peu étonné de voir que tu veuilles faire dissoudre une association de droite, hein, surtout de ta part. Parce que quand tu vois les tarés de la LDNA, eux, on leur dit rien, hein. Et puis comme disait Zemmour, hein, je veux dire, en d'autres temps, ils auraient été vus comme des jeux, comme des héros, enfin, ou comme des gens normaux, hein, juste qui veulent protéger. Ils font juste ce que l'État ne fait plus, quoi. Sachant que c'est un truc un peu je sais plus comme elle veut, je sais plus quelle association verte là, je sais, Greenpeace. Voilà, ils font que bâcher, ils font que des actions symboliques. Donc bon, euh, voilà. Et puis non, mais je trouve la petite Thaïs, je trouve elle s'est pas mal démerdée. Bon bah bien, ils ont fait exprès. Enfin, c'est-à-dire que tu vois, les gens moyens, ils pensent droite, ils disent ah, tu sais l'alcoolique abruti, etc. Bon bah tu leur envoies une petite blonde toute mignonne. Tu vois, comment dire, ça change et ça doit un peu les perturber en fait. Tout simplement, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont envoyé la gamine. Voilà, après le positionnement de Monsieur Rieu, bon, on pense à peu près tous la même chose, hein, je crois. Enfin, si tu veux qu'on parle de ça, pas de problème. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui en veulent un peu à Monsieur Rieu, mais en soi, moi je trouve que voilà, bon, je trouve leur action pas mal. Je veux dire, il faut de tout quoi, et on en est arrivé à un point. Bon, bah écoute, si tu veux, en fait, toi, tu penses qu'il faudrait tout arrêter pour vraiment se mettre en mode clandestinité, etc. Bon, bah il y a peut-être encore un peu un coup à jouer sur le terrain politique traditionnel, j'ai envie de dire. En effet, c'est possible. Après, je trouve surtout en fait que malheureusement, bon, ça va être un peu choquant, mais la droite malheureusement stagne depuis quelques années. Parce que bon, ce qui est intéressant avec Génération Identitaire, c'est que oui, en effet, le Greenpeace de droite. Ils sont énormément entendus à travers toute l'Europe, notamment c'est très intéressant. Ce que je trouve malheureux, c'est ce côté en fait de faire carter les gens et de les faire se faire ficher. Et surtout ce côté très sectaire que peuvent avoir certaines organisations selon les régions, où malheureusement ça pourrait bloquer beaucoup d'entre nous. J'ai trouvé ça un peu fou en fait qu'ils voient. Bah, c'est vrai que l'idée d'envoyer une jeune femme plutôt mimi sur un plateau de télé, comme tu dis, où ça change de l'espèce de droitard picoleur. En effet, c'est intéressant, mais je pense pas qu'envoyer une femme aussi jeune entourée d'hyènes, sachant qu'ils ont énormément de militantes contre la bouteille, ça a été c'est un gros coup de poker. C'est magnifique au niveau de la com, mais est-ce que la gamine va résister avec les années? Ça, c'est la grande question. Monsieur Rieu, après, j'ai du respect pour le travail qu'il a créé, pour ce qu'il a fait, Génération entière et tout ça. Ses idées me dérangent, surtout ses appuis, les retours sur son positionnement sur Twitter, parce que j'ai l'impression que ce mec n'existe plus sur Twitter, n'existe que sur Twitter notamment, excusez-moi. Mais c'est plutôt intéressant. Bah, je sais que tous les ans, ils font une marche à Paris qui s'appelle Paris Fierté, si je ne me trompe pas. Cette année, avec le Covid, a-t-elle eu lieu? C'est la petite question que je me pose. Et si oui, est-ce que tu y as été? Sinon, pourquoi? Enfin, dans l'idée, c'est ça. Après, la clandestinité, je suis pas forcément contre. Mais on part du principe que quand on fait des communautés stables, en fait, même si c'est dissous, ils ne dissoudent rien. Tu ne peux pas dissoudre une culture ni une mentalité. Les mecs qui se rencontrent le samedi pour boire un verre et pour marauder, ils n'ont pas besoin d'être membres d'un groupe pour continuer à le faire. Voilà, tout ce que j'avais à dire. Alors là, effectivement, bah, tu me poses une colle. Je sais qu'ils étaient, certains d'eux étaient à la Sainte-Geneviève, mais pour le reste, non, c'est vrai qu'ils sont. Mais comme tu dis, par contre, c'est vrai que les mecs de chez GI, ils sont hyper sectaires. Après, les histoires de fichage, je veux dire, c'est des conneries. Parce qu'on est tous fichés plus ou moins avec les intelligences artificielles. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps, je veux dire, ça fait très longtemps que tout le monde est fiché, tout le monde est fiché. Je veux dire, il y a les outils aujourd'hui, il y a les outils de masse, etc. Ils collectent les informations, les intelligences, les algorithmes artificiels, les algorithmes, ils font le tri
Et tout le monde est fiché. Que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, l'extrême centre. Donc dire, ouais, c'est un truc de se faire ficher. Je suis, je suis que moyennement d'accord, parce que si tu... Je pense même un mec qui a pris toutes les précautions, de toute façon, il est quand même fiché, parce qu'à un moment donné, voilà, enfin, à moins de vraiment avoir jamais rien posté sur les réseaux et tout ça. Et encore, c'est même pas vrai, parce que de toute façon, tu as certaines applications qui, même ton téléphone, même quand elles sont pas allumées, les applications, elles enregistrent et les algorithmes, ils font le taf. Donc, même avec ton portable dans ta poche, tu crois qu'il est éteint, mais il t'écoute en fait. Donc, voilà. Alors, à part le mec qui a vécu dans une grotte, je pense qu'on est à peu près tous fichés par Big Brother, hein. C'est super intéressant que tu en parles de ça, parce que, bah, je vais te donner raison là-dessus, hein. Je peux pas te donner tort, en même temps c'est réel. Et tous les délires d'anonymat qu'on peut avoir dans notre milieu, t'en penses quoi? Parce que c'est vrai que poussé à l'extrême, ça tire vraiment sur la parano pour certains. C'est assez impressionnant. Mais ouais, en effet, là-dessus, je peux pas te donner tort. Là-dessus. Et petite question, bah tiens, on va parler d'un sujet qui, si je me rappelle bien, tu as quelques connaissances. Depuis quelque temps, je suis en train de me renseigner sur le transhumanisme. Et je reviens sur les positions que tu avais quand on en parlait chez toi notamment. Et bah, je commence à être de plus en plus d'accord avec toi. Le transhumanisme, finalement, ça peut être une bonne chose si on le recalibre dans nos idées. Parce que si on laisse le transhumanisme en main de la gauche, ils vont en faire du gros n'importe quoi. Ton avis m'intéresse beaucoup là-dessus. Bah, la gauche fait toujours n'importe quoi. Mais c'est à ça qu'on les reconnaît d'ailleurs. Et ils disent n'importe quoi. Mais en fait, la plupart sont des gens gentils en fait, hein. Voilà, pour être honnête. Mais en fait, ils vivent dans des mondes parallèles, dans des utopies, dans des trucs qui n'existent pas. Moi, je suis un amoureux de la science. Je suis un amoureux des étoiles. Depuis que je suis tout petit, tu vois, moi, mon rêve, c'était pas de coloniser l'Afrique. Moi, mon rêve, c'était de coloniser l'espace. Donc, voilà, j'ai toujours été un amour. Et je pense, et il faut mettre la science au service de l'humain. Et moi, je veux dire, alors après, il y a des questions éthiques. Il y a des questions éthiques, il y a des questions logistiques. C'est-à-dire, si tu fais vivre des humains 400 ans, bah, comment on fait, etc., etc., etc. Mais et puis aussi, je veux dire, il y a toujours le problème riche-pauvre. C'est-à-dire, les riches, ils vont avoir le droit, les autres, ils vont pas avoir le droit. Mais bon, ça, c'est la marge de l'humanité. Après, je veux dire, tu te rends compte, tu vois, t'as un aveugle. T'as un aveugle, tu lui mets une lentille d'ordinateur, il retrouve la vue. Enfin, je veux dire, bah, demande-leur aux aveugles s'ils aimeraient retrouver la vue avec un œil bionique. Je pense qu'ils te diraient tous oui, hein. Je pense qu'en fait, quand on réfléchit, tout le monde devrait, en fait, tout le monde veut récupérer quelque chose qu'il a perdu. Par exemple, un accidenté de la route à moto qui perd sa jambe, tu lui remets une jambe, le mec, et ce sera le plus heureux du monde. Un blessé de guerre, par exemple, qui perd sa main, tu lui remets une main, il ressentira les sensations. Enfin, c'est vrai que là-dessus, avant, j'y étais totalement opposé. Maintenant, en prenant du recul, c'est comme, par exemple, le délire qu'on a dans certains groupes d'extrême droite d'être anticapitaliste. C'est ouvertement n'importe quoi. Actuellement, on est dans un monde qui est libéral et l'argent est le nerf de la guerre. Donc il faut faire en conscience. Oui, de toute façon, c'est sûr que comme toute avancée, toujours pareil, hein, c'est les riches qui ont accès en premier et les pauvres qui ont accès après. Donc avec 10, 20, 40, 50, 100 ans de retard. Voilà, hein, comme je veux dire, les premiers gens qui avaient la télé, bah, c'était pas les paysans dans les champs, quoi. Donc bon, de ce côté-là, ça change. Ça sera toujours pareil. Je veux dire, à un moment donné. À moins d'avoir des sociétés complètement horizontales, enfin, de type mais ça, j'y crois pas. Euh, ça- bon, enfin, c'est un autre débat, hein. C'est un autre débat. Les sociétés horizontales, ça peut entre guillemets, enfin, totalement horizontal, ça n'existera jamais, mais un peu plus horizontal, ça peut exister, mais je pense dans des sociétés ethniquement homogènes et à haut cuit, voilà. Sinon, euh, Sinon, ça fonctionne pas. Et oui, forcément, t'auras toujours des gens qui auront accès aux nouvelles technologies, aux nouvelles avancées scientifiques avant les autres, hein. Et ça, c'est vieux comme le monde, hein. Ok, ok, bah écoute, on va arriver vers la fin de l'émission. Bon, je vais te laisser en freestyle là. Si t'as un bouquin, des podcasts,
des chaînes, des gens à suivre, tu sais, pour un jeune qui nous écoute, parce que je vais pas te mentir, cette émission est surtout dirigée vers ouais, sur la, bah, c'est dédié à tout le monde, mais surtout à beaucoup de gens qui sont pas vraiment dans notre milieu. Donc je te laisse, en gros, c'est les conseils pépères, vas-y, abreuve-nous de ta culture, enfin, abreuve-nous de tes connaissances, et donne quelques conseils à, admettons, à un jeune qui voudrait avoir des bons renseignements et pas tomber dans des délires sectaires. Je te laisse leur expliquer. Écoute, c'est un peu, c'est large. Mais si je dois dire à un jeune si je devais lui donner des conseils, bah, exactement, c'est comme tu dis, c'est de se faire des potes qui pensent un peu comme lui. C'est-à-dire, sinon tu deviens fou. Mais de pas rentrer dans un délire totalement sectaire, c'est-à-dire que bon, si t'as un pote, c'est un gauche, bon bah voilà, si tu l'aimes bien, continue à lui parler, te renferme pas sur toi-même non plus. Si t'es vraiment jeune, fous-toi dans la programmation informatique, c'est l'avenir. Voilà. Euh, après l'expatriation, ça, il y a deux écoles. Je peux pas dire, faut voir où tu te sens bien. Il y a les attaches familiales, il y a trop de choses. En tout cas, j'ai envie de leur dire de pas être trop sectaire, c'est-à-dire avoir ouais, des potes du milieu, de faire des soirées entre nous, mais de pas bazarder tout le reste. Hein. Si t'as un pote, si t'as quelques potes de gauche avec qui tu t'entends bien, voilà, ça sert à rien de couper les ponts, c'est inutile. Par contre, de militer, parce que sinon on va se faire bouffer, parce que les autres ils militent. Donc, par contre, j'invite les gens à militer d'une manière ou d'une autre, que ce soit, ça peut être de plein de manières différentes. Hein. Et un livre que tous les jeunes doivent lire, bah, bien évidemment, c'est Comprendre l'Empire. C'est évident, je reviens à la base. Ils doivent lire Comprendre l'Empire pour, c'est vraiment un livre qui m'a éclairé, qui m'a éclairé. Je l'ai relu plusieurs fois et tout, et à la fin tu te dis mais putain, mais oui, c'est ça. Euh, Même si c'est pas la vérité absolue, hein, je veux dire, il n'y a que Dieu qui tient, qui a la vérité. Et puis essayer d'avoir une petite spiritualité, hein, qu'elle soit. Moi, je suis pas un religieux, hein, alors même si je suis très attaché à l'Église catholique, puisque par tradition, je suis pas un religieux. Je vais pas aller me foutre dans des rites néo-païens en disant oui, mes ancêtres, le marteau de Thor et tout. Moi, je pense qu'il faut avoir une spiritualité directe. Voilà, une connexion directe, c'est important, je pense. Et, euh, et voilà, les gars, maintenant, on est dans une telle. Les gauchistes nous ont mis dans une telle situation que bah, c'est les boomers ont foutu tellement le bordel que ça va être notre génération qui va devoir remettre les choses en ordre. Et bah, c'est le destin, hein, c'est comme ça. Voilà, j'espère que ça te conviendra comme conclusion. Je suis très content d'avoir passé ce moment avec vous. Et ben, j'espère vous revoir très bientôt. Salut les gars. Bon, sur ce, messieurs, hein, bon, c'est la fin du Fréquence Panzer, donc ave Europa à tous. Et comme quoi, on vous montre une fois de plus que, eh ben, en fait, l'acceptation de l'autre n'est pas à gauche, mais à droite. La preuve est supplémentaire, quand même, de parcours et d'Auteuil ADP, c'est quand même impressionnant. Bon, ave Europa, messieurs, et bien sûr, on s'arrête à la frontière, on refera le nouveau le plein, et quand on repartira sur notre Panzer, ce sera avec un nouvel invité.